l'époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Definitely. Class change. Definitely. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Floraison. Je suis Hugo et aujourd'hui je vais animer ce podcast avec Maël. Bonjour. Et Lorenzo. Bonjour. Nous sommes les stagiaires de Floraison, un média autonome, autogéré par des stagiaires et qui promeut une culture de résistance libertaire, féministe et écologiste. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses et heureux de recevoir Francis Dupuy-Derry. Francis, bonjour. Bonjour. Dans ce podcast, on va parler d'anarchisme. En réalité, on parle d'anarchie, nous, depuis le début, un peu dans chaque épisode, mais sans forcément le mentionner dans ces termes. Ça fait partie de notre grille de lecture, de nos pratiques et horizons politiques. À ce propos, on vient d'enregistrer une fiche de lecture consacrée à l'anarchie selon Malatesta que vous pouvez retrouver sur le blog. Donc Francis, on aime beaucoup tes écrits, on aime beaucoup ce que tu fais, ta vulgarisation de l'anarchie, mais aussi tes réflexions sur la place du féminisme dans la lutte, tes positions anti-masculinistes et du coup ton autocritique. Dans ce podcast, on va parler d'anarchie, d'écologie et du mouvement des Black Blocs, si ça te va. C'est tout ? C'est tout. C'est bon. Et on va tenter de mettre ça en lien avec un peu l'actualité française du mouvement écologiste. Ça, c'est vous qui savez. Moi, je viens du Québec. Ouais. En avion. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour commencer ? Oui, je peux me présenter. Donc, je suis Francis Dupuy-Derry. Je suis, en termes professionnels, je suis professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et attaché aussi à l'Institut de recherche et d'études féministes de la même université. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aussi? J'ai milité, je milite un peu moins parce que le boulot prend trop de temps et là j'ai un petit coup de blues aussi depuis le G7 au Québec il y a 1 an et demi. Mais j'ai milité dans des groupes de sensibilité anarchiste qui se disaient pas nécessairement anarchistes mais qui fonctionnaient de manière anarchiste généralement contre des groupes antiracistes. C'est par là que je suis rentré dans le mouvement, si on peut dire, dans les années 90. Des groupes contre la brutalité policière, contre la guerre et contre le capitalisme, donc souvent des groupes contre. Ok. Et je viens quand même souvent en France, donc j'ai peut-être 1 ou 2 idées sur l'actualité. Très bien. On commence du coup à parler un peu d'anarchie. Est-ce que tu peux nous parler de la philosophie anarchiste ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le désordre ou est-ce que c'est plus liberté, égalité, solidarité ? Est-ce que l'anarchie c'est un programme politique ou bien un horizon, un système de valeurs ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors, ça dépend comment on le présente, mais on peut effectivement dire que l'anarchie ou l'anarchisme, disons, c'est soit une philosophie ou une idéologie dans le sens positif. Tous les mouvements sociaux ont des idéologies. Là, c'est pas nécessairement négatif, l'idéologie. Souvent, c'est considéré péjorativement, mais c'est pas nécessairement le cas. Ou une philosophie, ou même à la limite une morale. Il y a une morale anarchiste. Et puis, évidemment, tout ça, c'est issu ou c'est produit ou c'est médiatisé par des mouvements sociaux. Et donc, la pensée anarchiste, disons, elle vient avant tout des mouvements sociaux, même s'il y a quelques intellectuels qui y sont associés. Et donc, effectivement, moi, j'aime bien, surtout en France, j'aime bien dire que l'anarchisme, c'est liberté, égalité, solidarité. Maintenant, j'ajoute sécurité, des fois, même si ça fait un peu bizarre, parce que sécurité, c'est associé à la police et à la prison et aux tribunaux, mais je pense que l'objectif des collectifs et des communautés anarchistes, c'est que les gens qui y vivent en sécurité aussi.
face à des ennemis extérieurs possiblement, mais aussi à des problèmes intérieurs, en particulier les femmes, par exemple, qui veulent vivre en sécurité dans les collectifs anarchistes. Et donc, mais c'est si on peut dire ça comme ça, c'est la liberté, l'égalité, la solidarité concrète, c'est-à-dire pas de manière abstraite, pas une simple déclaration de principe comme en France, par exemple, dans la République française, où il y a une déclaration d'égalité, mais en fait, il y a des gouvernants et des gouvernés, des patrons et des employés, des salariés et des chômeurs, des propriétaires et des locataires. Donc déjà, c'est pas très égalitaire, tout ça. Et c'est pas très libertaire non plus, parce que s'il y a des gouvernements, il y a des gens qui gouvernent, il y a des gens qui obéissent ou qui se font interdire des choses, ou bref, qui ont pas vraiment de liberté. Il y a certainement des gens qui ont plus de liberté que d'autres, dans un système libéral capitaliste aussi. Et donc l'anarchisme propose d'incarner ou de réaliser ou de défendre ces principes dans des pratiques réelles, individuelles et collectives, interindividuelles entre personnes et dans les collectifs, dans les communautés. Même si communauté en France, c'est un terme un peu péjoratif, mais en tout cas, c'est les communautés quand même. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que... Merci. La devise de la France, de la République française en tout cas, c'est liberté, égalité, fraternité. Clairement, les gouvernements ne sont pas sur une ligne anarchiste. Ils peuvent pas. Non, pas vraiment. Non. Voilà. Et ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, les valeurs portées par des groupes anarchistes, par des penseurs, sont plus proches que les démocraties bourgeoises de ces idéaux-là. Oui, tout à fait. Et de toute façon, on pourra revenir au système républicain français, mais moi, ma compréhension de la République française, elle se prétend, par exemple, il y a des gens qui se sont battus, comme on dit, pour la réalisation de ces principes. Ils étaient inscrits dans des déclarations de droits, et donc face à des régimes, par exemple, monarchistes monarchistes et aristocratiques avec des privilèges, évidemment, la liberté et l'égalité pouvaient avoir un certain sens, mais dans la réalisation concrète, dans les pratiques concrètes, on est évidemment loin du compte. Ça reste quand même des principes plutôt, d'utilité juridique ou de référence philosophique, ou même à la limite, désolé de vous dire ça comme ça, mais chauvine pour vanter le prestige ou la supériorité politico-morale de la France, par exemple. Mais c'est ça, je reviens avec cette équation très, très, très concrète et très simple. S'il y a des gens qui gouvernent et des gens qui sont gouvernés, il n'y a pas d'égalité. Et du coup, est-ce que dans l'histoire, il y a peut-être des périodes qui se rapprochent le plus de la philosophie anarchiste? Est-ce qu'il y a des périodes qui t'inspirent? Oui, alors ça, c'est une bonne question. Donc historiquement, des anarchistes comme Pierre Kropotkin, par exemple, ou Élisée Reclus, qui sont des géographes. Je ne sais pas pourquoi, à la fin du 19e siècle, les géographes les plus célèbres étaient anarchistes, mais en tout cas, bon. Ils ont développé d'ailleurs une géographie sociale intéressante et anticoloniale, entre autres, à l'époque. Mais oui, et donc il y a cette tradition, puis après ça, on la retrouve avec un marxiste libertaire comme Pierre Clastres, dans les années 70, qui est décédé dans un accident de moto assez jeune. Et David Graeber, maintenant, qui est un anthropologue anarchiste qui est basé en Grande-Bretagne, et d'autres comme James Scott aux États-Unis, qui se dit pas anarchiste, mais qui se dit sympathisant de l'anarchisme, et qui a fait le livre Petit éloge de l'anarchisme, par exemple. Donc bref, tous ces hommes, ils étudient, ils s'intéressent à des sociétés que Pierre Clastres qualifiait de sociétés contre l'État, ou des sociétés sans État, et qui sont effectivement, qui peuvent servir de référence ou de modèle, ou aussi, en fait, il y a un argument d'administration de la preuve, dans la mesure où souvent dans nos sociétés, on se fait dire, et ça arrive régulièrement dans les cours de sciences politiques, par exemple, que l'anarchisme, c'est peut-être bien beau en principe, mais que c'est impossible en réalité, que ça va à l'encontre de la nature humaine. Donc, c'est une sorte d'argument un peu tarte à la crème. Donc, tout le monde est capable de concevoir que
le nazisme, par exemple, s'accorde à la nature humaine, que c'est quelque chose de possible, que lancer des bombes atomiques sur des villes, c'est quelque chose qui est cohérent avec une certaine conception de la nature humaine. Les génocides, la destruction de la planète, tout ça, les gens disent, oui, ça peut correspondre à une certaine... c'est possible par rapport à ce qu'on comprend de la nature humaine, mais vivent de manière égale et libertaire et solidaire et en sécurité, ça c'est bizarre, on dit, ah non, ça c'est impossible. Donc bref, donc ces gens-là, ils sont un peu dangereux finalement. Si c'est ça leur conception de la nature humaine, je pense qu'il faut s'en méfier un peu quand même, mais surtout, donc, ces sociétés qui étaient anarchisantes, qui n'étaient pas... anarchistes, ça serait peut-être leur imposer un qualificatif qui leur conviendrait pas. Et de toute façon, il faudrait détailler certaines pratiques peut-être correspondent pas à l'anarchisme comme tel. L'anarchisme tel que développé là, en tant que mouvement social en Occident à la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, et ailleurs qu'en Occident, mais ça commence en Occident. Mais bref, donc ces sociétés sans État ou contre l'État, elles montrent justement que l'humanité, en fait, souvent des communautés humaines pendant souvent des milliers d'années, ont vécu, pas de manière totalement stable. Là. C'est une histoire orale, donc c'est des fois difficile de voir qu'il y a eu des transformations ou des mouvements dans ces sociétés, mais en tout cas, c'est des sociétés qui, pour ce qu'on en comprend et ce qu'elles nous disent, fonctionnaient sans réelle hiérarchie politique ou pouvoir coercitif d'un individu ou d'une clique ou d'une caste qui aurait pu imposer sa volonté ou ses désirs ou ses intérêts au reste de la société. Souvent fonctionnait aussi sans propriété privée. Souvent, mais pas toujours, fonctionnait de manière plus égalitaire entre les sexes, mais aussi entre les adultes et les enfants, et possiblement aussi par rapport aux personnes plus âgées. Donc voilà. Donc c'est des communautés qu'on retrouvait pour Pierre Clastre en Amazonie, par exemple, pour James Scott plutôt en Asie du Sud-Est, pour Pierre Kropotkin un peu partout, mais au Maghreb et en Afrique subsaharienne, par exemple, et chez nous, au Québec, au Canada, ou sur la côte est nord-américaine, il y a les communautés autochtones aussi qui vivaient, en fait, donc toutes les communautés autochtones précolombiennes, comme on dit, avant la colonisation, dans les Amériques, ne vivaient pas toutes de manière plus égalitaire. Il y avait les Mayas, par exemple, qui étaient des sociétés très hiérarchisées et autoritaires, mais sur la côte est, entre autres, et peut-être plus bas en Amérique latine aussi, il y avait des communautés qui vivaient vraiment sans structure hiérarchique. Et donc, par exemple, ce qui paraît bizarre aujourd'hui, parce qu'on a l'image des films de cow-boy avec le chef indien qui a le plus de plumes et qui donne des ordres, mais en fait, cette image, elle est reconstruite, et le fameux chef indien, il existait, si on peut dire, mais pas du tout à la manière d'un chef comme on retrouvait à l'époque dans le royaume de France, ou dans le royaume d'Angleterre, ou dans le royaume d'Espagne, ou dans le royaume du Portugal, qui était en train de coloniser les Amériques. C'était plutôt une sorte d'animateur communautaire, un animateur culturel, un médiateur en temps de conflit, qui avait en fait comme principal moyen d'influence sa parole, mais qui n'avait pas de pouvoir coercitif. Donc il ne disposait pas de police, il ne disposait pas de prison, il ne disposait pas de code de loi formel. Il ne pouvait pas ordonner à sa communauté de faire ceci ou cela, ce qui d'ailleurs posait plein de problèmes d'interprétation pour les commerçants et les colonisateurs français, par exemple, en Nouvelle-France, parce que pendant l'été, il y avait des grands marchés ou des points de négociation commerciale. Et donc, par exemple, les fameux chefs indiens, comme on dit, venaient, par exemple, à Montréal ou à Québec, négocier avec les Français le commerce des peaux de castor, par exemple. Et donc, les Français disaient, bon, ben, c'est bon, on les a eus, on va avoir la peau de castor à tel prix. Mais quand les chefs retournaient dans leur village disait, t'es malade, toi, ça marche pas du tout comme ça, là. Et en fait, le chef n'avait pas le pouvoir d'imposer ce qu'il avait négocié avec les Français. Et donc, ça créait certains malentendus. Et donc, du coup, les Français pensaient que les Autochtones étaient fourbes et menteurs et hypocrites, mais en fait, c'est simplement que c'était pas le même système de mode de fonctionnement. Et même les fameux chefs de guerre, Pierre Clastre l'explique assez bien. Il parle de Geronimo, par exemple, un chef de guerre célèbre, qui tirait son prestige justement de ses exploits guerriers. Donc, il y avait une valorisation ou un encouragement à refaire la guerre. Sauf qu'il y a une des guerres où il a seulement réussi à convaincre, je pense, 2 ou 3 guerriers à le suivre, et les autres l'ont juste pas suivi.
Bon, je raconte pas la fin, mais ça se finit pas très bien pour lui. Mais voilà, donc on est dans des systèmes vraiment complètement différents de ce qu'on a aujourd'hui. Et pour terminer, si je peux me permettre, peut-être que vous connaissez, comment il s'appelle? Frédéric Lordon. Frédéric Lordon, donc dans un livre Imperium, qui est un livre tout à fait insupportable, qu'il écrit en fait pour s'opposer et faire la leçon en fait à ce qu'il appelle la pensée libertaire. Donc, il essaye d'expliquer aux personnes qui réfléchissent à partir d'une philosophie anarchiste, justement, ou libertaire, pourquoi ils ont tort, parce qu'il y a toujours la pensée horizontale, c'est un bien beau principe selon lui, mais ça ne correspond pas à la réalité humaine et à la réalité sociale. Il y a toujours un principe de verticalité de ce qu'il appelle l'état général, de façon un peu confuse et étrange, et dans lequel il insère tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, bref, petite digression. Donc, Frédéric Lordon, lui, par exemple, va reprocher aux penseurs anarchistes ou libertaires de justement utiliser ces exemples historico-anthropologiques pour dire, vous voyez, l'anarchie, c'est quelque chose de possible. Et lui, Frédéric Lordon, dit c'est une erreur d'analyse, en grande partie parce qu'en fait, ces sociétés c'est des sociétés du passé. Ce passé a été détruit pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais en tout cas, on ne peut pas recréer ce passé et pour revivre comme le proposaient ces modèles historico-anthropologiques, il faudrait en fait recréer en fait tout le contexte socio-culturel, économique et politique de ces communautés, et c'est tout à fait impossible. Et donc, deux erreurs de la part de Lordon par rapport à cette critique qu'il adresse aux anarchistes, c'est qu'en fait cette tradition anarchiste, elle n'en déduit pas que l'être humain est nécessairement bon ou généreux et que c'est facile de vivre ainsi, mais je pense qu'on a quand même besoin de ces modèles. On a besoin. En tout cas, ces modèles historiques nous aident justement à comprendre comment, premièrement, à contre-argumenter sur cette accusation que l'anarchisme, c'est simplement une utopie irréalisable et que c'est impossible en raison d'une certaine nature humaine. Donc, premièrement, c'est utile. C'est utile intellectuellement d'avoir cette connaissance, mais c'est utile aussi pour ça. Mais surtout, la grande erreur de Frédéric Lordon, c'est qu'il dit que c'est des sociétés qui sont finies, en fait, qui sont du passé. Et donc là, j'encouragerais Frédéric Lordon à prendre l'avion ou à prendre un bateau comme Greta Thunberg et à venir en Amérique du Nord, parce qu'il y a dans les communautés autochtones, il y a des courants traditionnalistes, il y a des postures traditionnalistes, donc des gens qui vivent encore aujourd'hui et qui ont des enfants, donc probablement qui vont vivre encore dans 1 ou 2 ou 3 générations, et qui perpétuent en fait pas juste le souvenir, mais ces pratiques de mode de fonctionnement dans les communautés autochtones. Et d'ailleurs, ces traditionnalistes qui essayent de continuer de maintenir en vie ces modes de fonctionnement plus égalitaires, plus consensuels, plus libertaires, plus solidaires des traditions autochtones en Amérique du Nord, par exemple, sont aussi souvent à l'avant-scène des luttes écologistes, anticapitalistes, et des luttes de résistance et des occupations, des blocages, des sabotages de pipelines et des choses comme ça. Et donc de dire, comme Frédéric Lordon, les anarchistes se trompent en regardant vers le passé, c'est en fait, on regarde pas seulement vers le passé, on regarde on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on regarde ce qui va se passer demain. Et il y a certains anarchistes, pas beaucoup, parce que c'est plutôt compliqué le transculturalisme dans ce contexte, c'est plutôt compliqué puisqu'on est, même si on est anarchiste, on participe à la colonisation aussi, ou en tout cas on en est des héritiers. Mais il y a des anarchistes donc qui tissent des liens qui sont en solidarité ou en complicité avec ces luttes autochtones aujourd'hui, pas il y a 200 ans ou il y a 500 ans, mais aujourd'hui. Donc ça existe encore. Et puis aussi peut-être c'est un manque cruel d'imagination de se dire qu'on va soit recréer du passé, ou soit voir comme Lordon qui est économiste, et peut-être qu'il a le défaut de voir un peu de l'économie de partout et d'avoir peut-être du mal à penser en dehors de cette économie. En réalité, il ne s'agit pas forcément pour des
des groupes qui sont pas dans des sociétés traditionnelles. Pour ces groupes, en fait, c'est juste cet exemple du passé montre que ça existe, que c'est possible, et que c'est une source d'inspiration, mais pas continuer ou refaire la même chose, ce serait idiot. Mais au moins, on sait que ces groupes ont prouvé que c'était possible de s'organiser de façon non hiérarchique et de se méfier du pouvoir, parce que si nos contradicteurs ou contradictrices disent que c'est dans la nature humaine c'est un certain concept de la nature humaine de détruire, de dominer les autres, alors les anarchistes, peut-être que plus que les autres personnes, ont compris qu'il fallait se méfier de cette tendance humaine. Ils sont réalistes. Oui, puis un autre anthropologue que j'ai oublié de nommer, Marshall Salin, qui a écrit un livre dont j'oublie totalement le nom, mais qui a le plus long en sous-titre au monde, dans lequel il fait référence directement à l'anarchie d'ailleurs, qui est un petit livre publié aux éditions de l'Éclat, je pense. Pardon. Lui, il revient sur ce débat sur la nature humaine et il dit, Pierre Kropotkin le faisait déjà dans son livre L'Entraide. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire le livre L'Entraide, ça se lit très bien, c'est vraiment intéressant. Où justement, Pierre Kropotkin essaie de montrer dans ces communautés, y compris au Moyen-Âge d'ailleurs, européen, toutes les pratiques d'entraide, comme le titre l'indique. Et il dit, donc, Pierre Kropotkin était à la fin du 19e siècle et il débattait en fait avec l'élite libérale de l'époque, là, libérale pas dans un sens économique, mais l'élite éclairée, disons, ou éduquée en Russie, entre autres, où il était, et qui s'abreuvait des théories plus libérales d'un point de vue moral et philosophique qui venaient de Paris ou de Londres, dont le darwinisme. Et donc, Pierre Kropotkin, lui, s'obstinait avec les gens qui étaient séduits par le darwinisme. Il disait non, en fait, il y a la lutte, mais si on lit bien Darwin, en fait, il y a aussi l'entraide, chez Darwin déjà, et c'est ce que Kropotkin a essayé de faire, c'est de montrer qu'en fait, l'entraide est un avantage aussi pour la survie et le maintien et la perpétuation des communautés humaines et animales, d'ailleurs. Et peut-être autant ou plus que la lutte et la compétition. Marshall Salin dit à peu près la même chose. Lui, il dit en fait, même plus spécifiquement, il dit dans ce débat sur la nature humaine, je pense que son livre, c'est L'illusion de la nature humaine, si je ne me trompe pas, il dit en fait l'idée qu'on est des individus compétitifs, individualistes et égoïstes. Il dit en fait ça, c'est une invention philosophico-morale de l'Occident, à la sortie du Moyen-Âge au début de la modernité. Et il dit dans à peu près partout dans l'histoire et aujourd'hui, mais surtout dans l'histoire de l'humanité, en fait, une telle attitude aurait l'air totalement pathologique ou diabolique, et les gens qui vivraient comme ça seraient considérés comme des menaces pour la communauté, parce qu'en fait, il rappelle que dans l'histoire humaine, la solidarité intercommunautaire et surtout interfamiliale de manière organique était considérée comme ce qui est humainement naturel et bon. Et puis on peut dire que l'argument naturaliste un peu de la nature humaine, etc., il est toujours utilisé par les puissants pour justifier leurs privilèges. Tout à fait, parce oui. que c'est incontestable à chaque fois. On passe à une deuxième partie sur... on va parler un peu plus d'écologie. Nous, ce qu'on essaie de faire modestement chez Floraison, c'est aussi d'essayer de rendre les anarchistes écolos et les écolos un peu plus anarchistes. Et justement, dans le contexte des mouvements écologistes actuels, on voit en fait se dégager deux tendances. L'une qui est radicale et qui trouve son inspiration dans les mouvements de résistance, dans l'action directe, les ZAD, le sabotage, le ludisme, etc. Et on a une autre écologie qui est plus citoyenne, qui est citoyenniste, qui est libérale, qui est réformiste, bourgeoise, et qui joue le jeu des institutions et du pouvoir. Donc c'est deux tendances opposées, clairement opposées, et qui n'ont pas forcément le même objectif. Néanmoins, le discours radical est tendance, c'est un mot à la mode, et donc forcément qui est utilisé par
par les opportunistes, qui s'auto-qualifient de radicales, de résistants, sans réellement remettre en question les institutions de domination. Qu'est-ce que toi tu penses de ça ? Quel est ton sentiment par rapport à cette situation des mouvements écologistes ? Là, vous me posez une question, j'avoue que j'avais pas... Vous avez des noms ? Les plus connus, il y a Extinction Rebellion. Ok. Vous les connaissez un peu ou... Parce que moi, je les connais de loin, donc je peux pas vraiment me prononcer sur Extinction Rebellion, à part j'ai lu j'ai vu leurs actions, j'ai vu le discours sur le site web. C'est sûr qu'ils sont en mode on fait pression sur les gouvernements, sur l'Union européenne, tout ça là. Par exemple, qu'est-ce que tu as à dire à Extinction Rebellion qui veut que l'État dise la vérité ? Qui dit que veut que l'État dise la vérité ? Extinction Rebellion qui oui. que l'État... dise la vérité. En matière de désastre écologique. Ah oui. Je sais pas ce que j'allais leur dire. Je sais pas. Voilà. Est-ce que tu trouves souhaitable que on s'organise politiquement pour demander à l'État de dire la vérité ? Est-ce que c'est souhaitable que l'État détienne la vérité, qu'il en soit le garant ? Mais en fait, je ne sais pas comment répondre à cette question. En fait, je pense que... Je ne sais pas si vous allez être content de la réponse, mais il me semble qu'en fait, de plus en plus par rapport à l'environnement, peut-être pas dans le lien entre la catastrophe écologiste et le capitalisme, par exemple, mais je pense que de plus en plus, les États... finissent par dire la vérité, pas par la voix de leur chef d'État, mais en tout cas par la voix de... Je vais donner l'exemple de l'organisation, l'ONU en fait, l'Organisation des Nations Unies, avec le GIEC, donc les scientifiques qui travaillent pour l'ONU, mais en fait l'ONU c'est une organisation d'État, et l'ONU est en train de dire une part de la vérité, en tout cas si elle ne dit pas toute la vérité sur le désastre écologiste. Et à plusieurs reprises, les scientifiques qui travaillent pour l'État, donc c'est une des voix de l'État, ils disent une part de la vérité aussi. Donc c'est vrai que les chefs d'État, même les chefs d'État disent une part de la vérité parce qu'ils disent qu'on est en situation d'urgence, c'est juste qu'après ça, ils font rien. Mais ils disent ça depuis 92, le sommet de la Terre à Rio. Donc ça fait longtemps que l'État dit qu'il y a un problème avec l'environnement et le climat et le désastre écologiste. C'est juste qu'il tient des promesses et il fait pas grand-chose. Tous les sommets du G7, G8, G20, tout ça, pendant des années, disaient la même chose, disaient une part de vérité au sujet de l'Afrique, par exemple. C'est juste que de sommet en sommet, ils disaient exactement la même chose et ils faisaient jamais vraiment grand-chose. Et nous, au Canada, on sort d'une campagne électorale au niveau fédéral. Le Parti libéral de Justin Trudeau, il a promis d'être plus vert que vert. Le Parti néo-démocrate, qui sont les partis un peu social-démocrates, a promis d'être plus vert que les verts. Donc, ils disent que la situation est préoccupante, inquiétante, etc. Donc, ils disent une part de la vérité aussi. Donc, je sais pas. Mais par rapport à la distinction entre les environnementalistes et les écologistes, là, qui est la distinction qu'on fait généralement entre un courant, disons, plus réformiste, pour le dire comme ça, qui serait les environnementalistes. Donc, il faut recycler, il faut avoir des voitures moins polluantes, des cheminées moins polluantes, des trucs comme ça. Et les écologistes qui seraient dans une perspective plus radicale, et les actions directes et les actions de blocage. En fait, là, on a l'impression que c'est un phénomène nouveau, y compris l'action directe avec Extinction Rebellion, mais en fait, c'est quelque chose qui est, au moins depuis les années 70, qui existe, probablement même avant. Et dans les années 70-80, vous avez en Occident, en tout cas, pour le reste du monde, je ne sais pas trop, mais en Occident, en tout cas, vous avez déjà ce clivage qui donne lieu d'ailleurs à beaucoup de débats et de conflits et de scissions. Dans les années 70-80, c'est la formation des partis verts en Allemagne, entre autres, où il y a vraiment un gros conflit entre
entre ceux qu'ils appelaient les réalos et les fundis, donc les réalistes qui en fait disaient il faut qu'on se fasse élire et qu'on ait un impact sur les décisions de l'État par le réseau parlementaire, et les fundis qui c'était le diminutif pour les fondamentalistes, si on peut dire, qui disaient non, il faut rester à l'extérieur des institutions et faire pression et se mobiliser, donc qui étaient très proches des mouvements autonomes, squats, etc. Et dans les années 80, il y avait toute la mobilisation contre le nucléaire, civil et militaire d'ailleurs, parce qu'à l'époque, le mouvement écolo était aussi pacifiste. Et donc contre le déploiement des missiles à moyenne portée, missiles nucléaires à moyenne portée. Aux États-Unis, il y a eu des actions d'occupation de chantiers de construction de centrales nucléaires, où il y a eu de la désobéissance civile avec arrestation volontaire, où il y a eu des centaines, voire des fois plus d'un millier de personnes qui se faisaient arrêter, qui passaient 2-3 semaines en prison pour essayer de bloquer la construction de centrales nucléaires. Dans les années 80-90, vous avez eu Earth Liberation Front Animal Liberation Front et Earth First, donc des organisations qui ont fait des actions de sabotage, de destruction de machinerie forestière, par exemple, ou d'incendie de voitures ou de construction de bâtiments d'immobilier, ou qui ont attaqué des laboratoires pour libérer des animaux, entre autres. Bon, bref, toute une série d'actions. Et Earth First, dont d'ailleurs les manuels d'action directe sont publiés maintenant par les éditions libres. Donc, on est dans l'action directe, et les modes de fonctionnement d'Earth First et de Animal Liberation Front, c'est des modes de fonctionnement anarchistes, en fait. Si vous allez sur leur site Internet, ils disent pas nécessairement qu'ils sont anarchistes, mais ils disent c'est décentralisé, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie, on est des cellules, on ne se connaît pas entre nous. Si vous acceptez nos principes, vous pouvez mener des actions au nom de Animal Liberation Front. Nous, on les relaiera sur une plateforme web pour centraliser, disons, l'information, mais c'est la chose qui est centralisée, à part l'expression des principes généraux. Mais vous pouvez demain matin décider que vous êtes une cellule d'Animal Liberation Front et faire des actions à Lyon ou ailleurs sous cette bannière. C'est un peu la même chose pour Earth First. Pourquoi je vous raconte tout ça? Ah oui, c'est ça. Pour vous dire que donc, c'est vraiment pas le nouveau que dans le mouvement environnementaliste / écologiste, il y a cette tension ou cette division entre, d'un côté, des approches qui sont à la fois plus réformistes dans l'approche, dans le projet, mais évidemment par rapport aux institutions, et un peu comme le féminisme, par exemple, l'environnementaliste, en fait, il a été intégré à l'État. Il y a des ministères de l'environnement maintenant, comme il y a des ministères de la condition féminine ou des secrétariats de la condition féminine, ou ici vous appelez ça de l'égalité, c'est un peu bizarre, mais bon. Et donc, il y a vraiment une intégration c'est plus que réformiste, c'est intégré à l'État. Et une fois que c'est dans l'État, évidemment, c'est soumis à toutes sortes de tensions par rapport au gouvernement, par rapport aux partis au pouvoir, etc. Et puis, il reste en fait dans le spectre de la lutte pour les animaux, pour le climat, pour l'environnement, contre le nucléaire, contre... Bon, après ça, il y a toute une palette de causes. Vous avez des actions plus directes. Extinction Rebellion est plutôt, pour moi, du côté... Extinction Rebellion, pour moi, même si je vous ai dit tout à l'heure que je connaissais vraiment pas très bien, ça me paraît d'être quand même dans une perspective plus radicale que beaucoup de groupes environnementalistes, même si c'est vrai qu'ils s'adressent aux États, ils peuvent avoir l'air un peu naïfs, peut-être. Mais moi, j'ai des amis au Québec qui trouvent qu'ils sont un peu découragés avec Extinction Rebellion, parce qu'ils disent on revient dans les années 90 quand il y avait moi je suis vieux, donc je me rappelle des années altermondialistes, et donc les années altermondialistes au début des années 90 au Québec et ailleurs, ça commence avec des actions de désobéissance civile avec arrestation volontaire, et les gens, des amis qui disent non, on va encore se retrouver avec les mêmes hippies bohèmes, tout ça là. Et moi, je comprends pourquoi mes amis sont énervés, parce que c'est vrai que c'est énervant, mais en même temps, je me dis, ça fait un peu téléologique comme manière de voir les choses, mais je me dis, Extinction Rebellion, pour l'instant, ils sont en train de ils se forment à la désobéissance civile et aux arrestations, etc. Il n'y a rien qui dit que dans 2, 3, 4, 5 ans, il y a des gens d'Extinction Rebellion qui ne vont pas passer à autre chose aussi. Et... Je pense qu'Extinction Rebellion peut être soumis à la critique, évidemment, par définition, mais peut aussi être une école intéressante.
incubateur. Et puis, il ne faut pas... moi, je ne sais pas, là, je suis peut-être ému et naïf. Moi, je suis très impressionné. Je ne sais pas à quel point c'est important ici en France, donc je ne veux pas juger de ce qui se passe ici, mais nous, à Montréal, d'où je viens, en fait, on est... bon, là, ça va faire un peu chauvin, mais nous, on est la ville, en fait, qui, selon ce qu'on en comprend, qui, au monde, en fait, a eu les plus grosses manifs pour le climat du mouvement de la jeunesse pour le climat, donc du 15 mars cette année et du 27 septembre. En tout cas, c'est les plus grosses manifestations de l'histoire, non seulement de Montréal, mais de l'ensemble du Canada, de toute l'histoire du Canada. Et donc, c'est un mouvement vraiment, chez nous, en tout cas, c'est un mouvement vraiment impressionnant. Et, bon, c'est pas tous des jeunes, là, mais là-dedans, il y a quand même beaucoup de jeunes de 15, 16, 17, 18 ans. Bon, premièrement, moi, je suis jaloux parce que j'aurais aimé ça avoir un mouvement comme ça quand j'étais jeune. Et deuxièmement, je me dis, je ne peux pas croire qu'il va y avoir des choses plus radicales, disons, d'un point de vue d'analyse politique, économique et d'action qui va sortir de ça. Ils sont des dizaines de milliers, des centaines, ils sont plus de 100 000 jeunes à manifester dans les rues. Là, ils ont 15 ans. Moi, quand j'étais jeune, on était un mouvement punk, là, on était 300. Là. Donc, donc si on avait été 80 000 punks à manifester dans les rues de Montréal, je vous dis, j'aurais été vraiment plus optimiste pour l'avenir. Là. Même si notre slogan, c'était « No Future », mais plus optimiste pour l'avenir, en tout cas, je ne sais pas, mais plus optimiste par rapport à notre rapport de force, puis à la possibilité que se créent des dynamiques diversifiées, mais où là-dedans, il y a des choses plus radicales. Bah justement, effectivement, on peut nourrir un espoir sur ça, sur le fait qu'il est parti peut-être un peu plus militante que d'autres et qu'elles arrivent à s'entendre, que certaines personnes prennent peut-être plus de risques que d'autres, mais on se protègent les unes les autres. On peut effectivement faire la transition tout doucement vers cette tactique que tu as documentée qui s'appelle le Black Bloc. Et peut-être que ça peut être un lieu, ou en tout cas une expérience pour différentes personnes pas impliquées dans les mêmes degrés de prise de risque. Des personnes qui, par exemple, ne peuvent pas montrer leur visage parce qu'elles ont interdiction de manifester, mais ont envie de manifester quand même, soutenir des mouvements plus larges, plus peut-être citoyennistes, en tout cas faire partie d'un même mouvement. Donc, pour l'instant, Extinction Rébellion, mais vraiment, on a parlé d'eux, mais on pourrait... il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes qui ne jurent que par l'action à visage découvert, qui peut avoir certaines limites dans un contexte de surveillance généralisée. Donc toi, tu as écrit sur les Black Blocs. On a lu ton livre, donc les Black Blocs, la liberté et l'égalité se manifestent, que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus déjà sur les premières apparitions des Black Blocs historiquement? Où et quand? Oui, alors... Donc, les Black Blocs, ils viennent justement principalement de Berlin-Ouest, donc on est pendant la guerre froide. Donc, la ville de Berlin est divisée en deux, comme vous le savez, j'espère. Et donc à Berlin-Ouest, il y a tout un réseau de squats politiques. C'est des milliers de squatteurs et squatteuses dans des dizaines et des dizaines de squats, pour différentes raisons, là, qui est trop long à expliquer ici, sur la réalité, disons, socio-économique, politique et de l'immobilier à Berlin-Ouest à l'époque et dans d'autres villes, parce que ça va se répandre à Amsterdam, aux Pays-Bas, un peu au Danemark, etc. Donc c'est ce qu'on va appeler le mouvement autonome, même que ça va aller jusqu'à Genève dans les années 90. Même si à Genève, c'est plutôt fini maintenant, les squats, les squatteurs sont plutôt des fantômes, mais parce que justement la réalité de l'immobilier, la réalité bancaire, la réalité des hypothèques et tout ça s'est transformé avec le temps. Mais donc dans les années 80, donc il y a des mobilisations de ces squatteurs sur différents fronts. Le front de la défense de leur squat, premièrement. Après ça, le front de solidarité avec les personnes migrantes, les réfugiés, dans les luttes antiracistes contre les néo-nazis et contre le nucléaire, entre autres. Et donc, dans ces mobilisations-là,
c'est pas clair exactement quand, mais vers 79, 80, 81 environ, 80 en tout cas, il va commencer à avoir la notion ou l'expression Black Bloc qui va commencer à circuler en allemand pour désigner ou pour s'auto-désigner. C'est pas clair qui désigne qui en premier, mais en tout cas pour parler de ces groupes qui, en manifestation, se retrouvent et sont donc vêtus de noir et sont masqués et fonctionnent un peu comme des unités de défense face aux attaques policières ou plus offensives face à la police aussi ou aux néo-nazis, entre autres. Et donc, dans les années 80, la mode, c'est la veste de cuir, donc le perfecto, le casque de moto, ben, c'est pas la mode, mais en tout cas, ils ont des casques de moto, et des foulards, et des lunettes noires souvent, et des gants, et des jeans. Donc, avec le temps, la veste de cuir va être remplacée par ce qu'on appelle le hoodie, ou le truc à capuche, là, le coton ouaté molleton à capuche noire, ce qui est une bonne idée d'un point de vue des droits des animaux, mais ce qui est vraiment une mauvaise idée d'un point de vue tactique, parce qu'en fait, la veste de cuir était quand même pas mal plus efficace et plus résistante au coup, mais coûtait plus cher et c'était plus triste de s'en débarrasser dans une manif et de le laisser derrière soi. Mais donc, la mode s'est transformée, mais le Black Bloc est resté et ça vient directement en fait de la mode punk ou en tout cas post-punk des réseaux, y compris culturels et musicaux. Et c'est entre autres à travers d'ailleurs la scène punk que l'image ou la tactique du Black Bloc va se diffuser à travers des zines ou à travers des chansons ou à travers des groupes de musique qui circulent en Europe et qui circulent en Amérique du Nord. Et au début des années, donc ça prend à peu près une dizaine d'années, le Black Bloc va commencer aussi à entrer en action en Amérique du Nord. Et il le fait en parallèle justement avec des actions d'autres types d'actions. Donc si on revient à la question de l'environnementalisme et de l'écologisme, par exemple, il va y avoir des actions de type plus Black Bloc contre possiblement la construction de réacteurs nucléaires ou le déploiement de missiles, alors qu'en même temps, il y a des actions de désobéissance civile et des manifestations. Donc, ça se jouait ensemble. Donc, dans le Black Bloc, il y a possiblement des dégradations matérielles, mais pas que, ou pas forcément. Dans ton livre, tu remontes à l'exemple des suffragettes, que je trouve très intéressant, pour un peu démystifier un peu la casse, quoi, enfin, en tout cas le sabotage, la dégradation matérielle. Est-ce qu'on peut qualifier les suffragettes de Black Bloc, ou en tout cas des prémices, sachant qu'elles n'étaient pas forcément habillées en noir et visage caché, mais est-ce que tu peux nous rappeler, peut-être brièvement, ce qu'ont fait les suffragettes les plus radicales? Oui, donc en fait, l'idée de parler des suffragettes, c'était j'essayais de trouver premièrement, j'ai été fasciné par cette histoire-là quand je l'ai découverte. Je la connaissais pas du tout, et avant de la découvrir, ce qui est logique. Et deuxièmement, je cherchais un modèle, disons, improbable, ou un exemple improbable pour montrer que le Black Bloc, c'est pas quelque chose de si exceptionnel, et qu'en fait, dans à peu près tous les mouvements sociaux, il y a des moments où, de manière plus ou moins organisée, certains éléments des mouvements sociaux, des mouvements populaires ont recours à des tactiques qui sont, disons, plus offensives ou agressives ou de destruction de propriété privée ou publique ou d'affrontement avec les forces policières. Et le Black Bloc n'est qu'un exemple de ce type d'action. Et même si on compare avec d'autres contextes ou d'autres situations, y compris en Europe, dans les mouvements sociaux et populaires, en fait, je pense qu'il est correct de dire qu'aujourd'hui, depuis 10-15 ans, en fait, le taux de force ou le taux de violence, pour utiliser les termes de l'État, ils sont en fait vraiment très très minimes par rapport à ce que les mouvements sociaux ont fait, y compris ici dans les années 60-70 par exemple, où d'autres études montrent d'ailleurs que en France, c'est principalement, ça a peut-être changé un peu
après les quelques mois avec les Gilets jaunes, mais qu'en fait, c'est le mouvement des agriculteurs qui est le plus, qui commet le plus de destruction en France. C'est pas du tout les Black Blocs, mais évidemment, il n'y a pas de cellule de crise sur les anarcho-agriculteurs ou les agriculturo-terroristes, là. Et on ne fait pas des descentes chez des agriculteurs pour les mettre en prison pendant des années et faire croire qu'ils contrôlent une organisation tentaculaire. Même s'ils sont totalement visibles, contrairement au comité qui ne l'est pas. Et donc, il y a toujours il n'y a pas toujours, mais il y a souvent des actions de type spectaculaire, en manif ou pas d'ailleurs, de sabotage dans les mouvements sociaux. Et donc, les suffragettes, elles, ce qui est peu connu, donc, c'est qu'en Grande-Bretagne, au début du 20e siècle, il y avait, pour le faire très schématiquement, il y avait deux tendances. Il y avait les suffragistes, qui étaient juste plutôt dans le lobbying ou la pétition ou les meetings pacifiques. Et il y avait les suffragettes, qui, elles, ont décidé que, en fait, l'approche de négociation, de pression de type on rencontre des députés pour essayer d'en convaincre de proposer une loi pour accorder le droit de vote et d'être élu aux femmes, ça ne fonctionnait pas après 20-30 ans de tentatives. Et donc, elles ont décidé de passer à des actions de perturbation. Donc, elles perturbaient des meetings des partis politiques. Elles agressaient des politiciens lors des meetings ou chez eux ou dans l'espace public. Elles ont effectivement, à quelques reprises, circulé dans les quartiers commerciaux de Londres les samedis après-midi. Elles ont détruit des dizaines de vitrines de commerce, de journaux qui étaient contre le droit de vote des femmes, des boutiques qui produisaient les vêtements pour la couronne britannique, des hôtels, des clubs masculins, etc. Donc, elles n'étaient pas du tout masquées, elles n'étaient pas en noir d'ailleurs, elles étaient en vêtements de ville. Elles avaient même leur sac à main, c'était d'ailleurs là-dedans qu'elles avaient des roches et des marteaux. Et elles savaient très bien qu'elles allaient être interpellées. Et une fois qu'elles étaient au pénitencier, d'ailleurs, elles menaient des grèves de la faim et on les gavait de force. Et en 1913-1914, donc c'est le mouvement des suffragettes en Grande-Bretagne arrête avec le début de la Première Guerre mondiale en août 1914, mais dans les 2 dernières années, une historienne a comptabilisé en fait le nombre d'attentats à la bombe et d'incendies, et c'est plus de 300 en fait, sans qu'il y ait de morts. Mais donc les suffragettes ont fait... les suffragettes avaient toute une palette d'actions qui allait de la perturbation d'événements publics et politiques au sabotage. Ils ont coupé des fils de télégraphe, à des incendies. Ils ont incendié des églises, des bureaux de poste, des trains, des maisons de ministres d'ailleurs aussi, à l'agression physique de politiciens, dont Winston Churchill, qui à l'époque était au Parti libéral, après avoir été au Parti conservateur et avant de retourner au Parti conservateur, et de destruction de vitres et incendies, etc. Et après, l'ironie de l'histoire, en tout cas l'hypocrisie des dirigeants, c'est d'avoir, comme tu cites Virginia Woolf, qui dit que ensuite le droit de vote a été accordé aux femmes sous prétexte qu'elles ont participé à l'effort de guerre, alors que c'était peut-être par peur en fait de la force économique qu'elles déployaient, c'est-à-dire de la menace économique et la menace politique, pour pas que ces événements passés reprennent. Oui, en fait, évidemment, c'est difficile de savoir exactement si c'est ce type d'action qui a mené à la décision de l'élite gouvernementale britannique d'accorder le droit de vote aux femmes et d'être élues d'ailleurs, aux femmes qu'elles ont eu à peu près au même moment dans d'autres pays qui avaient participé à la Première Guerre mondiale, comme au Canada par exemple, et aux États-Unis, au niveau fédéral. Elle l'avait déjà dans les États, mais au niveau fédéral. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il y a des observatrices de l'époque qui disent oui, le gouvernement a eu peur, en fait, après la Première Guerre mondiale, que ce type d'action reprenne, que une sorte de débat polémique public et une sorte d'instabilité politique reprenne. Dans le cas de la Grande-Bretagne, il y a même des gens qui disent, en fait, les élites politiques avaient peur, en fait, que le mouvement des suffragettes reprenne ces mobilisations et ces actions directes et qu'il y ait une possible alliance avec les socialistes
alors que en Russie, les bolcheviks venaient de prendre le pouvoir et qu'il y avait la menace rouge qui pesait sur les régimes libéraux qui étaient en état de panique complète face à la peur d'une révolution de type communiste. Et donc, il y a des observatrices comme Virginia Woolf qui laisse entendre que oui, en fait, c'est ce type d'action directe qui a fait que le gouvernement britannique a cédé finalement et a accordé le droit de vote aux femmes. Et il y en a d'autres comme Bertrand Russell, par exemple, qui est un grand intellectuel britannique qui était sympathisant des suffragistes, qui s'était même porté candidat indépendant dans une circonscription avec ça comme à peu près seul projet, de proposer un projet de loi privée pour le droit de vote des femmes, qui avait perdu, mais bon, il l'avait fait, et qui, à l'époque, critiquait les suffragettes comme étant des hystériques radicales intransigeantes, mais qui, plusieurs années après, en repensant ces années-là, va dire, en fait, je pense que c'était les suffragettes qui avaient raison, qu'il fallait vraiment mettre plus de pression sur le gouvernement, et qu'en fait, si on s'en était tenu à simplement des tactiques plus pacifiques et légales, ça n'aurait pas eu le même impact. Je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment l'État a peur en fait de l'action directe, de la violence. Et aujourd'hui en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, notamment, on voit qu'il y a une certaine division entre les bons manifestants et manifestantes et les mauvais manifestants et manifestantes, et qu'on dénomme casseurs, casseuses. Il y a même une loi qui est passée qui est... Casseuse, vraiment, ils disent casseuse? Ah non, ils le disent pas, mais nous on aime bien le dire, parce qu'en fait, il y a aussi des femmes. Oui, mais ils disent jamais casseuse. Et donc, il y a une loi anti-casseurs, pour le coup. Oui. Donc, les casseuses restent... Les casseuses, du coup, elles peuvent légal, continuer, il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, on voit que même l'État divise les tactiques qu'il peut y avoir d'expression politique. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Que c'est vrai. Mais que pour les Gilets jaunes, c'est plus compliqué parce que là, du coup, moi, comme je vous ai dit, moi, je suis prof aussi en sciences politiques et je travaille entre autres sur la sociologie des mouvements sociaux ou sur les mouvements sociaux. Et ce qui est particulier, c'est que les théories ou les analyses en sociologie politique sur les mouvements sociaux ont vraiment bien documenté ça depuis longtemps, que même dans des écrits tout à fait mainstream d'un point de vue universitaire, là, pas du tout simplement des études analytico-descriptives là, qui défend pas un projet politique quelconque ou quoi que ce soit, en tout cas pas de façon explicite, mais qui ont très bien constaté que dans les rapports entre la police ou entre les autorités et les mouvements sociaux, il y a cette perception qu'il y a des bons et des mauvais manifestants, et que les mauvais manifestants, que les bons manifestants, donc, quoi qu'ils fassent, la police intervient moins et plus tolérante. Donc, je reviens avec l'exemple des agriculteurs, par exemple. Donc, les policiers peuvent voir des mobilisations d'agriculteurs se terminer en dégradation de biens publics, par exemple, et ne pas vraiment intervenir ou intervenir très modérément. Parce qu'ils considèrent que c'est des bons manifestants, c'est l'image du bon père de famille qui a des responsabilités, qui a des revendications légitimes parce que c'est pas facile pour lui. Et il y a les mauvais manifestants pour lesquels la police va être beaucoup moins, et les autorités vont être beaucoup moins tolérantes, qui vont être qualifiés de personnes irrationnelles, irresponsables, apolitiques souvent même. Sans revendications légitimes ou audibles, et souvent associées à des jeunes ou à des catégories marginalisées. Et donc, doté de ces outils de la sociologie politique, quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé en France, qu'on observait de l'autre côté de l'Atlantique, moi je me suis dit, les Gilets jaunes, il n'y aura pas de répression. Parce qu'en fait, c'est des catégories... c'est pas la classe moyenne favorisée comme les policiers, qui sont des gens de la classe moyenne avec leur salaire, peut-être pas avec leur éducation, mais avec leur salaire en tout cas, et qui pourraient être, donc les Gilets jaunes pourraient être considérés comme des gens qui sont tranquillement déclassés ou qui n'ont jamais réussi vraiment à percer, mais en tout cas qui ont des revendications légitimes, des problèmes audibles pour des gens comme des policiers, que c'est des gens qui peuvent se reconnaître d'une certaine manière. Et donc, moi, je me disais, la sociologie politique, elle nous annonce en fait que les Gilets jaunes vont avoir une marge de manœuvre en termes de mobilisation et de manifestation
beaucoup plus grande que d'autres groupes et que les policiers risquent d'être plus tolérants. Je me suis trompé, et donc c'est pas ça qui est arrivé du tout. Et, en fait, au début, c'était le cas. Au début, oui, mais ça s'est rapidement crispé, disons. Et je sais pas, moi j'ai pas d'explication. Là, déjà, j'étais pas ici, donc j'ai vu ça de loin. Après ça, peut-être des enquêtes qui vont... je sais pas qui prenait les décisions. Est-ce que c'était la réaction de la police de première ligne ou des officiers intermédiaires ou des officiers supérieurs ou du ministère de l'Intérieur, et donc là on se rapproche du gouvernement qui prenait les décisions d'avoir une répression si brutale et si forte avec plein de blessés et tout ça là. Je sais pas, mais en fait c'est bizarre parce qu'effectivement les Gilets jaunes ont tranquillement basculé d'un côté du côté des mauvais manifestants, et là, je lance une hypothèse comme ça, j'en sais rien. Tout ça, c'est un peu théorique comme discussion, ou monologue plutôt, mais c'est peut-être en fait que leurs revendications, justement, elles n'étaient pas gérables par les élites politiques. Que c'était pas comme des syndiqués de la SNCF qui se mobilisent sur tel truc très précis. Très précis, des fois, c'est pas si précis que ça comme les retraites, mais les retraites, c'est quand même quelque chose de précis. Ou les questions de sécurité dans les trains. Donc là, ils se mobilisent parce qu'ils veulent sauver des emplois. Et par exemple, qu'il y ait deux syndiqués à la tête des trains et pas seulement un, parce qu'un, ça signifierait qu'il peut avoir moins de salariés, des choses comme ça. Bref, en tout cas, des revendications précises. Je pense que les Gilets jaunes, c'est devenu en fait un mouvement qui avait tellement de revendications, dont des revendications... qui était, je pense, difficile à gérer pour l'État français ou pour le gouvernement français. C'est peut-être pour ça qu'ils ont basculé du côté des mauvais manifestants. Oui, c'est ça. Moi, j'ai le souvenir que le gouvernement a essayé en fait, de dégager des chefs parmi les Gilets jaunes à un moment pour discuter avec eux, mais le mouvement de base est immunisé un peu aux chefs parce qu'ils refusent des représentants. Donc en fait, celles et ceux qui allaient parler avec le pouvoir, tout de suite, ils étaient ostracisés par les autres. Le gouvernement a essayé de faire une réunion avec, je crois, une douzaine de personnes. Et les Gilets jaunes ont dit « Ok, nous on y va, mais à condition que ce soit filmé en direct, retransmis en direct sur les réseaux. » Le gouvernement a refusé. Du coup, personne n'est y allé, sauf une personne qui a voulu, et ils sont allés lui taguer sa maison. Donc clairement, en fait, le pouvoir a vraiment du mal à les coopter. Et du coup, ils sont plus offensifs, quoi. Oui, exact. Puis il y a aussi eu une évolution du rapport à la police au sein même du mouvement des Gilets jaunes. Il y avait beaucoup de manifestants et manifestantes au départ qui n'étaient pas forcément contre la police, mais au regard même de l'affect de leur propre corps en manifestation sur se faire gazer, avoir peur, subir une répression assez intense, ils se sont dit ok, en fait la police ils sont pas avec nous. Et l'État, il n'est pas avec nous non plus, quoi. Et en fait, au fil des mois, on a vu aussi, au sein même du mouvement des Gilets jaunes, une pensée qui légitimait de plus en plus les casseurs et les casseuses, et qui était de plus en plus contre la police. Mais, oui, tout à fait, j'ai vu la même chose. Mais, et je sais que ce n'est pas du tout les mêmes catégories sociales, les mêmes profils socio-économiques et d'âge et de conditions sociales et tout ça, mais ma compréhension, c'est que dans les deux cas, je fais référence à Occupy en 2011, en fait. Donc, Occupy en 2011, qui est un mouvement absolument étonnant aussi, qui est principalement en Amérique du Nord, mais qui a essaimé aussi un peu en Europe quand même, qui était lié à des campements sur des places publiques. Ça avait commencé à Wall Street, mais après ça a essaimé dans des centaines et des centaines de villes. Il y avait aussi un rapport un peu optimiste et naïf par rapport à la police. Quand ils ont commencé à faire des manifestations, ils ont réalisé que la police était justement, comme vous dites, pas nécessairement de leur côté. Mais c'est surtout Occupy, ce qui est très impressionnant en Amérique du Nord, c'est que les campements d'Occupy qui commençaient à être désertés, parce qu'en novembre, en Amérique du Nord, ça peut commencer à être moins rigolo de camper. Donc en fait, puis ça faisait vraiment des mois, donc en fait il y avait eu un essoufflement en termes de mobilisation et d'énergie, mais en tout cas en Amérique du Nord, c'est en novembre, tous les campements sont fermés, si on peut dire, et ils sont tous fermés par la police. C'est partout, c'est la police qui ferme les campements,
des fois sans grande violence, mais le simple fait d'intervenir, c'est la police qui décide, c'est fini. Et ma compréhension, les Gilets jaunes, en fait, ma compréhension, peut-être je me trompe, c'est que les manifestations de rue ont pris beaucoup d'ampleur et d'importance chez les Gilets jaunes et aussi chez la population, les médias qui observaient les Gilets jaunes. Mais c'est venu, en fait, cacher un peu, je pense, les campements des ronds-points, qui étaient, en fait, quelque chose de très important, je pense, chez les Gilets jaunes, mais qu'on a tendance, en tout cas, dont on parle moins, je pense, que les manifestations. Mais ma compréhension, c'est qu'à un moment donné, l'État français a dit les ronds-points, c'est fini, on récupère les ronds-points. Et ma compréhension, c'est que ça a été fermé par la police, non? Et ils ont été expulsés partout. Donc ça, c'est des centaines d'endroits où la police intervient et dit le mouvement social, il est fini. Et là, il n'y a pas nécessairement des gens qui perdent des yeux et tout ça. Là, j'imagine qu'il y a beaucoup de ronds-points où c'est simplement, ils ont envoyé quelques unités policières et les gens étaient quelques dizaines au rond-point. Puis bon, ben, ils se sont fait, puis ça a été fini. Le rond-point était à nouveau anonymisé et dépolitisé. Est-ce que tu viens là ou tu veux t'asseoir peut-être ici? Je vais m'allonger, je vais parler de ma mère. Non, ça vous dérange pas, je vais être debout. C'est vous, ça vous dérange pas, je vais être debout, c'est des problèmes de dos. Si on recentre sur le sujet du mouvement écolo, qu'est-ce que tu peux nous dire? En fait, on a une revendication politique du coup qui est la fin de la guerre qui est menée contre le vivant, ou par les États, par les pouvoirs en place. Quelle est la place des stratégies violentes ou dites violentes comme le Black Bloc et autres? Est-ce que c'est légitime? Parce on est souvent critiqué au sein même du mouvement. Est-ce que tu peux nous partager ton analyse de ça, en fait, la place et l'efficacité de ces mouvements-là, ces stratégies-là, pardon? Moi, j'ai un rapport de loyauté avec une de mes organisations militantes dans laquelle je me suis engagé très longtemps, qui s'appelait la Convergence des luttes anticapitalistes, qui est un vieux truc, qui date du mouvement altermondialiste. Donc, désolé, là, on parle un peu de la préhistoire, mais... quand je pense que quand j'étais jeune, les gens qui me parlaient de mai 68, je trouvais qu'ils étaient ringards et tout. Et maintenant, on parle de Seattle, c'est la même chose, mais c'est moi qui en parle. Donc, c'est ça. Donc, la Convergence des luttes anticapitalistes, elle est apparue en 2000. Donc, Seattle, si vous vous rappelez, ou vous vous rappelez pas, mais c'est pas grave, en 1999. Et donc, il y avait eu Prague aussi en septembre 2000. C'était une réunion du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il y avait eu plusieurs manifestations à Washington contre le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et donc, il y avait ce qu'on voyait sur le terrain, c'était une diversité des tactiques avec des actions de type Black Bloc, des actions de type désobéissance civile avec arrestation volontaire et blocage, des manifestations qu'ils appelaient unitaires, qui est un terme un peu ridicule puisque c'était pas unitaire du tout, mais en tout cas, c'était des manifestations unitaires dont les services d'ordre excluaient des gens. Et donc, c'est une conception de l'unité un peu absurde, mais... Et donc, la Convergence des luttes anticapitalistes à Montréal, on avait développé, moi je n'étais pas là à ce moment-là, donc c'était les amis qui avaient développé, en s'inspirant, ils n'avaient pas inventé ça, ils s'inspiraient de ce qui s'était passé dans d'autres grands sommets, c'était le respect de la diversité des tactiques. Et moi, je suis resté fidèle à ce principe de respect de la diversité des tactiques qui disait plusieurs choses, mais qui était basé en fait en grande partie sur l'histoire l'histoire récente, de 1 an et demi, 2 ans du mouvement altermondialiste, qu'on appelait anti-mondialisation à l'époque, et aussi sur l'histoire spécifique de Montréal, où il y avait eu des manifestations, entre autres contre la police, qui s'étaient terminées en petite émeute, où il y avait d'autres gens qui se mobilisaient contre la police, qui couraient devant les médias pour dénoncer ceux qui participaient aux émeutes contre la police. Et donc, en disant qu'il faut faire ça de façon pacifique et non violente et tout. Et donc, les gens de la Convergence des luttes anticapitalistes, la CLAC, connaissant les deux contextes, disaient, nous, on va essayer de proposer un principe, c'est un principe, le principe de respect de la diversité tactique, qui dit deux choses, qui dit premièrement que les mouvements sociaux sont probablement plus forts s'ils arrivent à intégrer de manière organique une diversité tactique qui fonctionne sans qu'on s'oppose les uns les autres, mais qu'en fait on travaille
ensemble, c'est-à-dire pas besoin d'être à la même table pour organiser les actions, mais que le mouvement est plus diversifié, plus fort et mobilise plus largement, en fait, s'il y a un plus grand nombre de tactiques qui est intégré au mouvement ou qui peut participer au mouvement, première chose. Et donc ça, c'est la diversité des tactiques comme fait. Mais le principe inclut aussi la question du respect. Et donc, la question du respect, ça veut dire qu'on n'est pas, on va pas dans l'espace public pour dénoncer les autres qui n'utilisent pas les tactiques que nous, on considère les plus efficaces. Et donc, c'est une sorte d'agnosticisme aussi par rapport à quelles sont les tactiques les plus efficaces. C'est qu'en fait, on avoue qu'on ne sait pas qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas. Et on se prétend pas comme des donneurs de leçons disant ceci fonctionne pas, ceci fonctionne et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc ça, c'est en résumé, c'était la logique du respect de la diversité des tactiques. Et donc donc ça, c'était pour lutter contre vraiment des trucs triviaux comme des sommets internationaux de négociation de grands accords de libre-échange. Donc c'était des choses totalement ridicules par rapport à ce qui semble être en jeu aujourd'hui, qui est la survie de certaines civilisations par rapport au dérèglement du climat et l'extinction de millions, de milliards d'êtres vivants de différentes espèces. Et donc, moi c'est sûr que si on adhère à cette thèse ou à cette idée que dans les prochaines années ou les prochaines décennies, il va y avoir vraiment des dérèglements climatiques tels qu'il va y avoir possiblement des dizaines de millions de personnes qui vont mourir et des milliards d'êtres vivants qui vont disparaître. Moi, de dire a priori que c'est les actions non violentes qui sont efficaces, je sais pas là, moi je sais pas comment ils font pour savoir ça là. Je sais pas, mais entre vous et moi, je pense pas que c'est les Black Blocs non plus qui vont sauver l'humanité là. Moi, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Je sais pas si je suis pas scientifique, mais j'écoute les scientifiques puisque Greta nous a dit d'écouter la science. Mais hier à la télévision, Alain Finkielkraut disait qu'il fallait aussi écouter la poésie. Mais je n'écoute pas Alain Finkielkraut, donc ça change rien. Mais laissons Finkielkraut de côté, pas très intéressant. Mais oui, c'est ça. Donc si l'enjeu, c'est vraiment ce que plusieurs personnes pensent, moi, je ne sais pas comment on peut arrêter ça. Je ne sais pas si on peut arrêter ça. Mais moi, je laisserai la porte ouverte à une certaine diversité des tactiques parce qu'il me semble qu'il faut essayer plusieurs trucs, quoi. Et donc, je ne dis même pas que ça serait efficace parce que, par exemple, dans une perspective révolutionnaire, les groupes d'extrême gauche des années 60-70 ont essayé, et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, je pense aux Brigades Rouges en Italie, ou la bande à Baader-Meinhof en Allemagne, ou Action Directe en France, qui essayaient des attentats ciblés en pensant naïvement que ça allait provoquer des mouvements de masse. Donc, ça n'a pas marché du tout. Et de toute façon, quand on assassine quelqu'un de manière ciblée, un colonel ou un PDG ou etc., il est de toute façon remplacé dans les heures qui suivent. Donc ça n'a pas du tout détruit le système. Mais moi, je pense que considérant ce qu'on perçoit comme une situation extrêmement catastrophique et grave au niveau du climat, il va y avoir probablement des trucs pas mal plus radicaux que le Black Bloc qui va émerger. J'en sais rien, je ne peux pas prédire l'avenir et je n'ai pas d'avis si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée ou si ça fonctionnerait ou pas, mais je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se passer. De toute façon, il y a déjà d'autres choses qui se passent. Il y a des actions de sabotage qui se passent clandestines. Là, c'est pas le Black Bloc, ça, c'est des actions de sabotage. Il va y avoir probablement Extinction Rébellion pourrait s'étendre à des actions plus importantes et pas seulement des actions ponctuelles, etc. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire pour arrêter la catastrophe non plus. Ouais. J'aime bien quand tu parles de non-dogmatisme en fait, sur la diversité des tactiques sur le terrain, presque de l'athéisme sur la stratégie, quoi. C'est se laisser tout le temps la possibilité de l'autocritique. On comprend du coup ce que ça signifierait pour des gens qui ne jurent que par le pacifisme, c'est de leur dire de ne pas faire s'abattre la répression sur des personnes qui prennent plus de risques en justifiant la répression de l'État, en disant nous, regardez, nous on n'est pas violents, eux ils sont violents, c'est normal que ça leur arrive. Mais la critique du coup va dans l'autre sens aussi, de dire comment
fait ou comment on peut faire, ou c'est quoi cette réflexion pour des personnes qui s'engagent dans des actions plus risquées, qui savent que la police va peut-être être plus réactive? Comment ça se fait, peut-être distance du temps ou de l'espace par rapport à des gens qui ne peuvent pas subir la répression parce que c'est des personnes âgées, ou parce que c'est des personnes, parce qu'il y a des poussettes. Comment ça se passe? Et aussi, il faut que ça dialogue dans les deux sens, c'est-à-dire que les deux parties doivent faire peut-être tout leur possible pour pas que la répression s'abatte sur leurs alliés potentiels. Donc comment ça peut se faire? Oui, il y a eu cette critique-là au début des années 2000 qui disait que en fait la déclaration de respect de la diversité des tactiques en fait était une sorte de manipulation, parce qu'en fait c'était une manière de justifier tout ce que faisait le Black Bloc et donc de museler d'une certaine manière les personnes qui osaient critiquer le Black Bloc en disant non, il y a le respect de la diversité des tactiques, mais sans prendre en considération le fait que des fois le Black Bloc pouvait poser des problèmes à des alliés. Effectivement, d'une certaine manière, il faut bon, c'est un peu ridicule pour des gens qui disent nous sommes ingouvernables, mais il faut des Black Blocs responsables, disons. Mais bon, Black Bloc fait ce qu'il veut là, c'est pas moi qui vais leur dire quoi faire ou pas faire, mais en fait, c'est que dans nos sociétés occidentales, la prémisse de ce qu'on appelle la non-violence est tellement fort comme dogme. Moi, c'est ce que j'appelle la non-violence dogmatique. Est tellement fort d'un point de vue moral et même de conviction. Les gens ont une certitude absolue que c'est supérieur moralement, politiquement et en termes d'efficacité politique, que ma sympathie va généralement du côté du Black Bloc quand ils se font attaquer et critiquer par les autres au nom de la non-violence. Mais après ça, c'est vrai que les Black Blocs, ils ont comme je vous dis, évidemment, les Black Blocs font ce qu'ils veulent, là, mais moi, il me semble qu'il faut effectivement faire attention minimalement à qui est autour de soi pour pas commencer à lancer des bouteilles à la police. Effectivement, s'il y a 8 personnes en chaise roulante avec des poussettes et en marchette à côté de nous, c'est peut-être pas le meilleur moment. Peut-être qu'on peut attendre 5 minutes où on peut se déplacer d'un coin de rue. Moi, c'est sûr que j'ai déjà vu des actions où même les Black Blocs étaient en fait 20 mètres derrière des gens qui étaient pas dans le Black Bloc, puis ils tiraient des bouteilles par-dessus les gens sur la police qui était devant. Ben, entre les deux, il y avait la police et, bon, premièrement, les bouteilles que lançait le Black Bloc tombaient sur les alliés, puis après ça, la police chargeait les alliés. Ça, c'est un Black Bloc doit pas, dans le respect de la diversité des tactiques, il n'y a pas l'idée d'utiliser les autres comme bouclier humain non plus, là. Mais bon, ça, il me semble, c'est des considérations un peu de base, là. Je pense pas que j'invente... Je pense pas que j'invente des trucs absolument que j'ai des trucs absolument géniaux. Là. C'est simplement une sorte de décence entre alliés, comme quand on est scandalisé quand des militants anti-violents appellent la police en pointant des gens pour les dénoncer pour que la police les arrête. Ben, il me semble que le Black Bloc, même s'il trouve que les hippies pacifiques sont un peu bon, c'est pas ce que le Black Bloc ferait. Je pense pas que c'est une raison pour s'arranger pour que les hippies pacifiques soient blessés ou chargés ou souffrent de la tactique du Black Bloc. Mais là, je parle dans des termes hyper généraux qui évidemment qui veut pas dire grand-chose dans telle ou telle action. De toute façon, toutes les manifestations sont différentes. Alors peut-être avant de terminer, tu me dis si tu veux répondre à cette question. Peut-être avant de terminer, je trouve beau la phrase « La liberté et l'égalité se manifestent ». Qu'est-ce que tu as voulu dire par ce sous-titre en fait, de ton livre? Je veux répondre à cette question. Je voulais dire que... en fait, c'était de souligner que les Black Blocs, ils étaient des acteurs politiques, donc qui étaient animés animés porteurs de principes politiques comme la liberté et l'égalité. Donc, c'était pour un peu déboulonner cette idée que c'était des individus qui étaient de l'extérieur du mouvement, qui infiltraient un mouvement, ou qui intoxiquaient un mouvement, ou qui détournaient un mouvement, ou qui s'appropriaient un mouvement, que c'était des jeunes casseurs, pour reprendre le terme,
galvaudés, qui étaient apolitiques, qui étaient juste là pour la case, comme on disait. Et je voulais souligner donc le fait que non, c'était des gens qui étaient porteurs animés par les principes de liberté et d'égalité, mais aussi que le Black Bloc lui-même incarnait ces principes dans son mode de fonctionnement et qu'en manifestation, on peut fonctionner de manière libre et égalitaire. Eh ben, merci beaucoup Francis pour avoir accepté cet entretien et partagé tes idées à Floraison. Bien, merci à vous. À bientôt Francis dans la saison 2 du podcast Floraison où l'on va se retrouver pour parler de la crise du masculinisme. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent sur le Tipeee et pour tous vos messages. La saison 1 du podcast commence à être bien dense, on réfléchit à la suite. À venir le dernier épisode de Full Spectrum Résistance et l'épisode de clôture qu'on a hâte de vous faire découvrir. Ni Dieu, ni maître, ni mari, vive la liberté et vive l'anarchie. But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, nobody gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal, except it doesn't work that way. Il faut pas oublier que la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait 2 ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'État et la justice qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats malgré nous. Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.